Donc la dernière intervenante de cet atelier est Maureen Ball, qui est doctorante en sciences politiques et qui rédige actuellement une thèse intitulée, mais elle en dira plus je crois sur le sujet, Les impensés de l'écoféminisme, étude comparative des écoféminismes français et états-uniens 1970-2020. Très bien. Alors, merci d'abord aux organisateurs et organisatrices, David Diallo et Marie Padilla, pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce colloque très intéressant. Il est vrai qu'un certain nombre de choses ont déjà été abordées en l'espace de quelques communications, donc je vais répéter certains aspects. En même temps, je vais quand même me concentrer sur une perspective féministe. Donc voilà, ça va pas être que de la redite. Donc je vais commencer rapidement par me présenter, puisque tout le monde s'est plus ou moins situé en début ou en cours de communication. Donc je suis en 5e année de doctorat en sciences politiques et je suis plus spécifiquement en théorie politique. Donc je vais parler de ma position en théorie politique et en histoire des idées politiques. Et donc j'ai intitulé cette communication Être rabat-joie féministe en sciences politiques, en référence au manuel de Sarah Ahmed, le manuel rabat-joie féministe. Je précise également que je parle en tant que chercheuse, mais aussi et surtout en tant qu'enseignante, puisque pendant mes 5 années de doctorat, j'ai enseigné en licence et en master du droit constitutionnel et de la théorie politique et de la science politique générale. Et je donne également très régulièrement des conférences dans les milieux culturels et associatifs. Donc je parle également de ce point de vue-là, de personnes qui apportent des savoirs académiques en dehors de l'université, dans ces milieux associatifs et culturels. Pour point de départ, alors bon, j'avais mis un petit voilà. Donc le manifeste de Sarah Ahmed, il a été publié en 2023, il a été traduit en français en 2024. Merci Emmanuel de me prendre des petites photos. Et donc voilà, je vais m'inspirer de ce manuel pour cette communication. Alors, comme point de départ pour mon introduction, je vais répéter des choses qui ont été dites, mais je vais revenir donc sur le fait que la science est présentée comme étant donc neutre, mais je vais travailler sur ce caractère faussement neutre, puisque qu'il s'agisse des sciences dures ou des sciences humaines et sociales, on l'a vu, ce serait se fourvoyer que de penser que la production et la transmission des connaissances sont ou doivent être apolitiques ou non idéologiques, puisque si l'on considère que la science doit décrire des phénomènes, il est évident que décrire c'est choisir, et donc décrire c'est construire. Bon là je renvoie à ce que tout le monde connaît, donc comment on écrit l'histoire de Paul Venn. Et donc que l'on considère que cette science doit être uniquement descriptive, et donc décrire le réel, ou bien être descriptive et normative selon les disciplines, en réalité l'élaboration des savoirs scientifiques est de fait toujours normative, puisque elle fait montre d'une vision du monde particulière. Ça peut être par le choix d'un sujet, par le choix d'une méthode, et donc par la concentration sur un point spécifique du sujet, et donc l'occultation d'un certain nombre d'autres points qui ne seront pas traités par le chercheur ou la chercheuse. Cependant, dire cela, ça n'est pas enterrer la neutralité axiologique, donc je vais beaucoup parler de neutralité axiologique pendant cette communication, mais c'est admettre que la science, comme ça a été dit, puisqu'on a parlé de Bourdieu et de ses champs dans les communications précédentes, mais c'est admettre que la science est un lieu de pouvoir, que c'est un lieu d'affrontement politique, un lieu au sein duquel s'affrontent notamment des savoirs hégémoniques et des savoirs minoritaires. Et donc en ce sens, dans cette communication, je vais parler de neutralité axiologique comme n'étant pas une neutralité au sens de neutralisation de ses convictions, mais plutôt au sens d'une intégrité et d'une humilité de la chercheuse, du chercheur. Et donc admettre que notre position de chercheur-chercheuse ou d'enseignant-enseignante est nécessairement toujours située. Et donc il ne s'agit pas de faire taire ses convictions, mais plutôt, donc là je fais référence à un article de Jean-Yves Pranchère sur la théorie politique et la philosophie politique, c'est ne pas falsifier les informations disponibles en fonction des valeurs que l'on souhaite défendre. Et donc c'est en ce sens que j'entends la neutralité axiologique. Et donc pour ma part, j'entends faire de la science politique
politique et plus particulièrement de la théorie politique, en assumant la dimension engagée des savoirs académiques et la dimension engagée de mon travail, et en ayant à l'esprit, puisque je travaille sur les idéologies, en ayant à l'esprit que, bon, comme le disait Karl Mannheim, étudier les idéologies, c'est encore faire de l'idéologie. Donc par rapport à ce que je disais sur, on fait des choix et on choisit des méthodes, on choisit des sujets, etc. Et on choisit les comparaisons, etc. Et donc ça trahit toujours une position particulière. En revanche, pour revenir sur mon deuxième point, en revanche, je vois tout de même en la neutralité axiologique une exigence nécessaire d'intégrité et d'humilité qui fait œuvre de garde-fou dans mon travail d'enseignement et de recherche. Et donc ici, pour moi, adopter une lecture féministe des savoirs en sciences politiques, ça n'est pas être aveuglé par des convictions politiques d'un agenda progressiste ou wokiste, comme ça a été dénoncé. Au contraire, je soutiendrai que cette posture féministe, elle implique un travail réflexif, dont on a déjà parlé précédemment, qui est salutaire du point de vue de l'enseignement et sur le plan de la recherche universitaire. Et donc pour ce faire, j'ai décidé de revenir sur 3 préconisations ou 3 points qu'il faudrait avoir en tête quand on fait de l'enseignement et de la recherche, à mon sens. Donc ici, je m'inspire toujours du manuel rabat-joie du manuel rabat-joie féministe de Sarah Ahmed. Et donc premier point, c'est d'abord retravailler ses sources primaires et donc avoir cette posture féministe rabat-joie. Pour moi, ça veut dire réécrire ou recomposer l'histoire des idées politiques. Et cette recomposition de l'histoire des idées politiques au prisme d'un regard féministe, ça implique plusieurs choses. Je vais me concentrer sur 2 points centraux. D'abord, ça veut dire adopter pour moi une approche qui est donc généalogique de reconstruction des idées politiques, mais qui est contextualiste, qui est comparatiste et qui est inter ou transdisciplinaire selon. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas qui va s'opposer pour moi à la conception de l'histoire et de l'histoire des idées politiques comme étant l'histoire des grands hommes. Et donc, je pense, je comprends les idées politiques comme étant issues de contextes variés et de communautés de pensée plutôt que relevant de l'intellect exceptionnel d'une figure particulière, d'un grand auteur, d'un grand chercheur, etc. Et donc, pour moi, ça veut dire déjà redonner la place qu'elles ont eue effectivement aux compagnes d'intellectuels. Donc là-dessus, je vais donner quelques exemples, mais par exemple Germaine de Staël avec Benjamin Constant sur la définition de la liberté des anciens et la liberté des modernes. Bon, là, j'ai beaucoup parlé de libéralisme pour cette partie, mais je parlerai d'autres choses après. Harriet Mill avec John Stuart Mill, qui donc défendait des positions féministe et qui a eu un impact à la fois sur le fond et sur la forme dans le travail de John Stuart Mill, notamment sur la neutralisation de son texte et le fait de ne pas tout genrer forcément au masculin, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet non plus, c'est juste pour donner quelques petits exemples. Et puis, puisqu'on fait que parler de neutralité axiologique, forcément Max Weber et sa compagne, donc Marianne Schnitger, qui a également défendu des positions féministes et a eu un impact à la fois sur le fond et la forme des travaux de Max Weber. Donc ça veut dire déjà ce premier point. Là-dessus d'ailleurs je renvoie au travail de Helena Rosenblatt, donc dans son livre The Lost History of Liberalism, qui revient justement sur la paternité ou plutôt la maternité du concept, de l'opposition entre liberté des anciens et liberté des modernes, qu'elle attribue donc surtout à Germaine de Staël. Le deuxième exemple, c'est également, au-delà des femmes d'eux et des compagnes de grands intellectuels, c'est aussi rétablir la place de femmes qui ont eu une carrière par elles-mêmes, on va dire. Donc là, je vais plutôt parler d'anarchisme, et donc de rétablir la place de théoriciennes qui ont effectivement existé. Bon, là, j'ai mis quelques exemples, Louise Michel, Lucy Parsons, Voltairine de Cleyre et Emma Goldman. Et en fait, donc pour un peu de contexte, là, je sors d'un semestre de cours magistral de théorie politique, et donc je me rends compte que les étudiants et étudiantes la plupart du temps n'ont jamais entendu parler de ces femmes, donc que ce soit les femmes et ça peut être étonnant parce que selon les cursus, c'est vrai que par exemple des femmes comme Germaine de Staël, on peut en avoir entendu parler en littérature, mais c'est pas toujours le cas. Et donc la plupart du temps, les étudiants ne connaissent pas ces femmes, ou alors ont entendu le nom, connaissent vaguement Louise Michel, mais ne connaissent pas vraiment la figure et la théorie qu'il y a derrière.
Le deuxième point que je veux aborder sur cette question des sources primaires, c'est donc déceler des surplus de sens, enfin donc adopter cette posture de rabat-joie féministe. Ça permettrait de décortiquer en fait les traditions philosophiques et politiques occidentales sur lesquelles je travaille, donc le libéralisme, le socialisme par exemple, et ça permettrait donc en couplant ou plutôt en impliquant une approche qui est également une approche anti-raciste et anticoloniale, de mettre au jour un certain nombre de contradictions et de paradoxes chez les libéraux et chez les socialistes, notamment sur la conception de la liberté et de l'égalité, et montrer que les définitions de l'égalité et de la liberté à la fois chez les libéraux et les socialistes sont oublieuses, entre guillemets, puisque les autrices dont je vais parler montrent que c'est pas forcément un oubli, mais plutôt une stratégie, oublieuse des femmes et des populations colonisées. Et donc là-dessus, je renvoie aux travaux de Wendy Brown et de Melinda Cooper sur le libéralisme notamment, et sur la remise en question du caractère universel des droits de l'homme et du caractère universel des libertés individuelles. Ça, c'est pour le premier point sur les sources primaires. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est sur la question des sources secondaires. Ici, une des préconisations que je pense importantes et même capitales, c'est le fait de valoriser les travaux de chercheuses contemporaines. Et donc, je parle à la fois de chercheuses, enfin de collègues confirmés, qui ont voilà, un certain nombre d'années d'expérience, mais qui parfois ne sont pas mobilisés, et les étudiants n'ont même pas conscience que des professeurs femmes sont actives actuellement en France. Et puis, donc là, j'ai mis au tableau deux exemples, mais le premier, c'est donc ne pas limiter la mention de travaux qui sont écrits par des femmes au sujet du féminisme et des études de genre et de sexualité, puisque quand les femmes sont citées dans les cours ou dans les travaux, c'est plutôt lorsqu'on parle de féminisme ou d'études de genre et de sexualité. Deuxième point, mais qui va avec, c'est le fait de ne pas s'arrêter à des travaux qui sont considérés comme étant fondateurs ou incontournables, qui sont la plupart du temps signés par des hommes et donc qui reproduisent cette invisibilisation des travaux écrits par des femmes. Et puis enfin, dernier point, ça nécessite donc un travail supplémentaire de veille scientifique, mais bon, on est là pour ça. Et bien c'est juste actualiser son corpus en mettant en avant, donc à la fois, je l'ai dit, les travaux de chercheuses confirmées, mais aussi d'aller voir ce qui se fait dans la jeune recherche, c'est-à-dire qui sont les nouvelles arrivantes, à la fois au niveau des personnes qui sont en doctorat, mais aussi des jeunes professeurs et des jeunes maîtresses de conférences qui sont parfois oubliées. Voilà pour ce point. Et enfin, une dernière préconisation, ce serait tout simplement et tout logiquement d'intégrer d'autres approches et d'intégrer d'autres concepts à sa boîte à outils en tant que chercheur ou enseignante. Là-dessus, j'ai mis deux exemples que je pense un peu les plus connus, quoi. Déjà la question de la connaissance située, dont on a déjà un petit peu parlé, mais donc qui est développée notamment par des personnes comme Donna Haraway, qui mettent en lumière le fait qu'à la fois dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences humaines et sociales, on a des biais qui sont androcentrés, puisque la science étant écrite par des hommes et surtout par des hommes blancs, du coup elle témoigne de cette position-là. Sur la question des sciences dures, je renvoie notamment à la question du diagnostic d'un certain nombre de troubles ou de maladies dont on ne connaît que les symptômes de sujets masculins, mais qui ne s'expriment pas toujours de la même manière chez les femmes ou chez les populations minorisées, et qui du coup ne sont pas traités en raison de ces biais androcentrés notamment. Pareil, deuxième concept, le concept d'intersectionnalité, qui est aujourd'hui très connu, développé notamment par Kimberlé Crenshaw, qui invite donc à analyser nos sujets en ayant en tête le triptyque donc race, classe, genre, qui doit devenir un outil de travail pour déceler un certain nombre de biais et comprendre l'imbrication de domination et d'exploitation qui vont de pair, et donc qui est un peu un concept qui est tenté, les personnes qui donnent des formations, qui proposent des formations pour les universitaires, je pense notamment en doctorat, tentent de montrer l'importance de l'intersectionnalité à la fois dans les sciences dures et dans les sciences humaines et sociales, que ce soit quand on travaille sur son sujet, mais aussi que ce soit dans la nécessité de se situer, comme on en a déjà parlé, et donc d'expliquer d'où on parle, même quand on parle de sujets comme travailler sur des algues ou
peu importe, mais que cette nécessité de se situer et de montrer d'où on parle, elle traverse en fait en réalité toutes les disciplines. Et donc là, j'ai parlé de la science politique, de la théorie politique et de l'histoire des idées, mais en réalité, ça s'applique à toutes les disciplines. Et pour terminer sur ce troisième point, j'ai pris quelques exemples qui me semblent aussi assez parlants. Le premier, c'est la question de la crise environnementale dont on a beaucoup parlé, notamment la critique du concept d'anthropocène, donc qui voudrait qu'on soit passé dans une ère géologique qui se caractérise par l'impact de l'humain sur la planète et sur les sols, etc. Et donc l'humain qui serait devenu la force principale d'action sur la Terre et donc de dégradation de la Terre, qui a été remis en question par des approches critiques et donc des approches marxistes, des approches féministes avec l'avancement de concepts comme les concepts d'androcène, de capitalocène, d'anglocène, etc., qui montrent justement le fait que on a tendance à avoir une conception globalisante et faussement neutre de la crise écologique, et donc qui masque à la fois les responsables mais aussi les victimes, et donc qui empêche de prendre des décisions effectives pour répondre à la crise environnementale. Pareil sur la question des violences policières, puisque la plupart du temps les victimes de violences policières, ou en tout cas les personnes sur lesquelles on travaille, sont plutôt des hommes noirs, et les femmes noires, elles, sont la plupart du temps oubliées de ces travaux-là, ou en tout cas la question du genre n'est pas prise en compte dans un certain nombre de travaux. J'ai mis également je cherchais un exemple qui pouvait parler à la fois aux politistes et aux juristes, ou en tout cas qui pouvait parler à tout le monde, et la question de l'ubérisation du travail peut également montrer ce biais-là et le fait de ne pas prendre en compte un certain nombre de facteurs comme le facteur genre. Maintenant, pour conclure, 2 petits points. Alors le premier, sur lequel c'est difficile de ne pas dire un mot, c'est le fait que l'enjeu principal évidemment de cette approche et de cette approche critique, c'est d'affirmer le caractère scientifique et la légitimité des savoirs critiques, des savoirs minoritaires et des savoirs féministes, puisque on peut noter 2 postures la plupart du temps quand on présente des travaux avec une posture critique et féministe. Ça peut être de la résistance, et donc le fait qu'on nous rétorque de faire de l'idéologie, comme ça a été très bien montré avec la communication de David Diallo juste avant, mais aussi parfois, et la plupart du temps, ça relève plutôt de l'indifférence, c'est-à-dire on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter cette dimension-là à notre travail, et on retrouve cette résistance ou cette indifférence à la fois chez des chercheurs et des chercheuses, et ça n'est pas parce que les chercheuses sont femmes qu'elles vont mettre en place une grille de lecture féministe de leurs travaux, et puis une résistance de la part des étudiants et des étudiantes, puisque, et je l'ai constaté, je l'ai constaté pendant mes 5 années de doctorat et d'enseignement, puisque la plupart du temps, je l'ai dit un peu plus tôt dans ma communication, les étudiantes n'ayant pas rencontré d'autrices au cours de leurs études ou d'approches féministes au cours de leurs études, arrivent parfois à l'université avec un certain nombre de biais qui ont été renforcés par des formations scolaires et universitaires qui ne parlent pas de féminisme ou qui ne parlent pas d'autrices femmes, et donc qui vont négliger la valeur des autrices et des théories, des approches, des concepts, etc., qui sont présentés comme étant simplement, comme relevant de simples opinions ou de jugements de valeur. Et donc là, l'enjeu en tant que professeur, pour la partie enseignement, c'est justement de montrer le caractère scientifique et la légitimité de ce savoir-là. Et donc, pour résumer, être rabat-joie féministe en sciences politiques, ça implique donc de corriger un certain nombre de biais et un certain nombre d'habitudes qu'on peut avoir dans l'enseignement et dans la recherche pour adopter de nouveaux automatismes, comme par exemple mentionner des femmes célèbres dans l'histoire, mobiliser les travaux de chercheuses contemporaines. Un exemple que j'ai en tête de choses qu'on pourrait mettre en place, ou en tout cas choses auxquelles on pourrait faire attention, c'est quand on est chargé de cours et on prévoit toujours un programme qui est plus large que ce qu'on sera capable de faire, et bien ne pas supprimer l'unique chapitre qui parle d'une autrice femme, ou l'unique chapitre ou l'unique partie du cours qui parle de féminisme, puisque la plupart du temps c'est ce qui est fait, et là je parle en tant qu'ancienne étudiante à l'université, mais il se trouve qu'un certain nombre de professeurs vont sacrifier ce chapitre-là sous prétexte que ces femmes ou ces approches ne feraient pas partie des grands noms ou des grandes approches à connaître en sciences politiques ou en histoire des idées, et donc on pourrait les mettre de côté puisque c'est pas si important. Pour finir, puisqu'il me reste 1 minute,
Les apports de cette approche sont, selon moi, à minima doubles. D'abord, relire les concepts, les approches et les sujets classiques de la science politique. Ça peut être la question de l'État, ça peut être la question de la participation politique, ça peut être la question de la violence politique, dont j'ai pas parlé, la question de l'action directe, parce que quand on travaille sur l'action directe ou la violence politique, la plupart du temps, le facteur genre est mis de côté, puisqu'on estime que les femmes militantes ne peuvent pas agir politiquement de manière violente spécifiquement. Et puis, deuxième point, c'est donc d'actualiser et d'accompagner l'évolution de la science politique en intégrant de nouveaux concepts, de nouvelles approches et de nouvelles autrices. Je vous remercie de m'avoir écouté.